Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme réalisé en collaboration avec Wominds. Présenté par Michel Juvillier et Elodie Dratler. Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises. Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Une émission produite par The Society's Media dans les studios de Webedia, avec pour partenaire média 100% Média Impact. Et ce mois-ci, notre thème est le suivant, la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans le secteur de la tech. Selon l'Observatoire européen du numérique, en 2020, les femmes ne représentaient que 17% des professionnels du secteur tech en Europe et 33% en France. Or, nous savons que la diversité est essentielle pour l'innovation et la croissance économique. Alors, comment pouvons-nous favoriser la présence des femmes dans ce secteur en pleine croissance ? La reconversion professionnelle s'avère être une solution prometteuse. Et d'ailleurs, plusieurs programmes de formation dédiés ont vu le jour pour encourager les femmes à se lancer dans ces carrières tech. Notamment en France, des initiatives comme Social Builders, Women in Tech, la fondation Femmes at Numérique soutiennent activement l'inclusion des femmes dans l'industrie numérique. Ces programmes offrent non seulement des formations, mais également des opportunités de réseautage et de mentorat. Nous explorons également comment les partenariats publics-privés sont essentiels pour faciliter ces reconversions, et notamment en finançant des formations ou en soutenant des politiques d'inclusion volontariste des femmes. Afin d'échanger sur notre thème du jour, nous proposerons 3 questions à nos invités. Et la première, à quoi correspond cette notion de reconversion professionnelle des femmes dans la tech ? En quoi le recrutement des femmes en reconversion peut être un levier de performance économique et sociale pour la tech ? Et enfin, comment nos 2 invités voient-ils évoluer la reconversion professionnelle des femmes dans la tech ? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Didier Thomas, directeur territorial 92 chez Pôle emploi. Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builders. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de The Diversity Society. Bonjour Elodie. Bonjour Michel. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale The Diversity Society. Émission spéciale dans le sens où nous sommes dans des studios différents de d'habitude. Nous sommes dans les studios de Webedia qui en gros est un aimable partenaire au niveau opérationnel. Et nous allons parler d'un sujet très important dans le domaine de la tech, à savoir la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans la tech. Et première question pour toi, Emmanuel, à quoi correspond selon toi la notion de reconversion professionnelle des femmes dans la tech ? Alors déjà, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravie de parler de ce sujet qui est mon sujet de cœur. Si toutefois ce n'était pas encore clair, aujourd'hui, un emploi sur 2 va disparaître d'ici une vingtaine d'années au profit d'un métier lié au numérique. Et concomitamment, en fait, les femmes continuent à déserter les métiers numériques et techniques. Donc on a un espèce d'effet inverse, et pourtant on voit que si on veut travailler collectivement à l'égalité professionnelle, il va falloir investir justement la présence des femmes dans la tech, puisque sinon elles auront beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi, à évoluer dans les entreprises, et bien sûr ne parlons même pas d'égalité salariale. Donc ça, c'est le défi que s'est lancé Social Builder, qui est une association qui héberge un centre de formation et d'insertion aux métiers numériques et techniques qui est dédié aux femmes. Ça fait 12 ans qu'on travaille à permettre aux femmes de découvrir les métiers numériques et techniques, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont très variés, il y en a pour tous les goûts, mais souvent, ils ne sont pas très lisibles en fait, pour des personnes qui ne sont pas dans l'univers du numérique. Ensuite, on fait de la formation jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc la reconversion professionnelle, en fait, c'est la meilleure façon d'avoir des femmes dans le numérique. Et parce que ce chiffre n'a pas encore été donné, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 16% de femmes dans les métiers techniques. Et pourtant, il y a une quarantaine d'années, on était pratiquement à 40%. Donc, on continue à perdre des femmes, bien que le numérique soit l'avenir de l'emploi.
Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Il est très peu encourageant, hein, ce chiffre-là qui passe de 40 à 16%. On va essayer de comprendre comment de lui donner un peu une signification. Et justement, ça me permet de rebondir auprès de toi, Didier. Pour Pôle emploi, qui sera demain France Travail, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là, non seulement de reconversion, mais j'imagine de redonner un souffle à cette présence du féminin dans les métiers de la tech? C'est un enjeu stratégique à plusieurs niveaux. Alors, pour Pôle emploi, la reconversion, c'est son métier. Puisque le métier de Pôle emploi, c'est transformer sa main-d'œuvre existante, le demandeur d'emploi, au profit des demandeurs, des entreprises surtout. Donc, au profit des entreprises, quand on regarde, c'est aussi quel est le marché du travail aujourd'hui sur le secteur du numérique. Si on regarde les salariés existants aujourd'hui, c'est pratiquement 800 000 salariés en France. La moitié sont en Île-de-France. Et là, quand je dis ça, je dis que la moitié de la réalité. Parce que les seules choses qu'on donne à voir aujourd'hui dans les secteurs du numérique, ce sont les entreprises du secteur numérique. Sauf que, tu l'as dit Manuel, le numérique, c'est partout maintenant aujourd'hui. Et on en aura besoin de partout. Donc vous voyez l'enjeu, les ampleurs sur lesquelles nous sommes et la stratégie sur laquelle nous devons nous poser. Donc, en effet, transformer nos main-d'œuvre aujourd'hui, reconvertir l'ensemble de nos demandeurs d'emploi au profit des entreprises, donc de ce secteur qui est un des secteurs les plus porteurs. Ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que Pôle emploi aujourd'hui, que je représente au niveau régional sur ce secteur numérique, est très présent à vos côtés. Pourquoi ? Parce que, en effet, on a 26% à peu près de demandeuses d'emploi qui voudraient être sur le numérique. Ce n'est pas suffisant. Je veux dire, donc, on a un vrai décroché. Et c'est cela où il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir justement reconvertir nos demandeuses d'emploi vers ces secteurs qui sont les secteurs les plus porteurs aujourd'hui. Elles ont peur de ces métiers? Elles ne les connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Alors justement, Didier, tu viens quand même de donner des chiffres assez significatifs sur la région Île-de-France. De ton côté, Emmanuel, en quoi le recrutement des femmes en reconversion peut être un levier de performance économique et sociale pour la tech et j'allais dire pour le bassin d'emploi dans lequel ces métiers existent? Déjà, je pense que c'est important aussi de signifier qu'au-delà de la méconnaissance des métiers, il y a d'autres freins aussi, l'accès des femmes à ces métiers. Il y a bien sûr les questions d'orientation, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on parle bien sûr des jeunes femmes, des petites filles, mais on parle aussi des femmes, quand aujourd'hui elles ont affaire à des prescripteurs de l'emploi. Ces mêmes prescripteurs de l'emploi ne connaissent pas toujours l'univers technologique et donc ne vont pas inciter les femmes à aller spécifiquement parce qu'il y a encore un certain nombre de stéréotypes sur femmes, informatique, est-ce que ça fait l'union des forces et donc oui, c'est le cas. Donc il y a la question de l'orientation et puis il y a aussi la façon dont on présente ces métiers. Les métiers, on les présente aussi souvent de manière avec des anglicismes ou d'une façon un peu technique et comme encore une fois, les femmes ne sont pas forcément immergées dans ces univers ou n'ont pas de formation technique initiale, elles ne se sentent pas toujours la légitimité d'aller dans ces univers. Donc la technique, ça s'apprend. La reconversion, ça se fait aussi beaucoup avec les soft skills, les compétences humaines, relationnelles et communication. Donc ça, c'est très important de le dire parce qu'au final, c'est aussi souvent le succès de la reconversion professionnelle, savoir valoriser ces compétences. Et en quoi c'est important pour l'économie et la société? Alors à plusieurs niveaux. Alors bien sûr, les entreprises tech ont compris que s'appuyer sur 50% du vivier de talent aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il y a 80 000 postes ouverts aujourd'hui dans la tech, même si la tech, là, montre des petits signes de fébrilité. Et d'ailleurs, les femmes sont les premières à être licenciées en ce moment. Il faut quand même savoir que les entreprises essaient de démarcher un peu plus les femmes. Elles doivent continuer, mais elles ont compris que c'était l'unique solution en fait pour pouvoir développer les compétences dont elles ont besoin. Donc ça, c'est la première chose. Et juste pour donner un petit chiffre aussi important, si on avait la parité dans la tech en Europe, on pourrait créer 400 millions de chiffres d'affaires et plus de 4 millions d'emplois. 400 milliards de chiffre d'affaires et 4 millions d'emplois. Donc, en fait, on a besoin d'attirer tous ces talents. Et puis, d'un point de vue plus de la société, si on veut réussir la transformation de la société, la transformation numérique, on a besoin d'embarquer tout le monde. Il faut savoir que l'inclusion numérique, ça concerne 13 millions de personnes en France, 13 millions de personnes qui ne sont pas encore, soit n'ont pas les bons usages, soit n'ont pas le matériel, soit la compréhension des codes. 13 millions d'exclus numériques, d'une certaine manière. Exactement, et une majorité de femmes dans ces 13 millions. Donc, on a vraiment besoin d'y travailler. C'est aussi un autre aspect de
de la question. Et puis d'un point de vue, bien sûr, de la société, quels produits, services on est en train de construire. On parle beaucoup du sexisme dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes. Donc, bien sûr, de construire des produits aujourd'hui qui ne représentent pas les besoins de la moitié de la société. Je rappellerai les applications de santé qui ne prenaient pas en compte la biologie féminine, ou de mettre en place des services comme les services du recrutement, de l'accès au crédit, qui du coup, parce que ces IA sont entraînés sur des algorithmes issus du passé, donc qui ont certains biais, vont pouvoir exclure un certain nombre, notamment de CV féminins. C'est encore une réalité et on doit y travailler collectivement. Merci Emmanuelle. L'innovation, elle doit effectivement plutôt fédérer au lieu de cliver. Et c'est vraiment là les enjeux, je pense, du numérique. C'est d'éviter justement ce clivage et générationnel et de genre. De ton côté, Didier, sur cette partie-là, évidemment, d'une reconversion comme pouvoir économique, comme pouvoir de transformation personnelle aussi, parce que j'entendais beaucoup que ces métiers-là adressaient la partie humaine, il ne faut pas l'oublier, soft skills, avant même d'apprendre le technique. Tout à fait. Une des méthodes que nous utilisons depuis des années, mais qui mettons de plus en plus en avant, c'est l'approche, bien entendu, par les compétences. Cette approche par les compétences, qui n'est pas une approche justement uniquement technique et technologique, permet d'aller sur la réalité des besoins des entreprises. Aujourd'hui, elles nous le disent, quasiment 90% des entreprises nous le disent ouvertement, elles ne recrutent exclusivement que sur du savoir-être. Alors ça, c'est important. Tu peux le répéter? Ça, on va le redire. Voilà. 90%, c'est-à-dire que... Et c'est vrai, la compétence est un triptyque, d'accord? Le savoir. Dans le domaine du numérique, le savoir, il est à tous les niveaux. Et il n'est pas aussi technologique que ce que l'on veut savoir. Moi, je pense que je voudrais déjà désacraliser. Quand on veut faire du codage, c'est-à-dire, alors je sais que c'est un terme qui te choque, mais pour moi, c'est l'ouvrier du numérique, c'est le premier niveau. Ça ne demande pas un savoir aussi important que ce qu'on demande. On l'a fait, on l'a prouvé. J'ai pu mettre en place des formations sur 12 femmes issues d'assistance de vie aux familles, c'est-à-dire des niveaux infra-bac. On leur a fait une formation, 400 heures, elles sont codeuses. Est-ce que ces métiers-là du code, ce sont des métiers justement suffisamment capés pour répondre à un besoin dans l'entreprise, ou est-ce que l'entreprise va te dire on veut un certain niveau de compétence dans le code? C'est le premier niveau. C'est je rentre. On est tous rentrés stagiaires quelque part. On est tous rentrés quelque part dans un niveau. C'est le premier niveau qui rentre dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le premier métier qui est cherché. Développeur, que ce soit développeur codeur sur des secteurs qui soient au sein des entreprises en web ou en applicatif téléphonique, c'est développeur. C'est le premier niveau. Il permet de mettre un pied. Et ensuite, l'intérêt, c'est de mettre justement tous mobilisés autour de ces sujets-là, aussi les entreprises, les fédérations, les branches, pour qu'on avance ensuite au fur et à mesure. Et faire de quelqu'un qui fait du codage un ingénieur spécialisé dans les 5 ans, c'est faisable. C'est possible. Voilà. Mais au lieu de commencer, comme on fait d'habitude aujourd'hui, sur ces secteurs-là, aller chercher dans des écoles des ingénieurs dont nous savons tous que les secteurs technologiques, de formation technologique et d'ingénieurs, malheureusement, déjà dès le début, dès l'entrée des écoles, il n'y a pas de femmes dedans ou très peu. Donc on va repartir justement de la base pour réalimenter. Ça, c'est une des techniques qu'on peut faire. Sur les soft skills, c'est très important. Et le numérique, on a cette impression-là. Il faut être, alors comme tu l'as très bien dit, beaucoup d'anglicisme, il faut parler anglais, c'est pas vrai. C'est clair, c'est pas parce qu'on met de l'anglais que forcément ça a un quelconque intérêt. Et ça exclut. Ça peut exclure des gens. Deuxième exclusion, c'est cette approche hyper technologique. Il faut avoir une approche, il faut avoir un raisonnement scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut connaître les maths. Il faut connaître les maths, je ne sais pas ce que ça veut dire. En plus, pour le codage, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas vrai. Le raisonnement, qu'il soit scientifique ou littéraire, cette bicéphalité n'existe pas en réalité. On a tous des raisonnements qui nous permettent d'emmener au même résultat. Le soft skill, c'est très important. Le numérique, c'est encore plus important. Quand tu regardes ce que demandent les entreprises, c'est quoi? Elles nous demandent des gens qui ont conscience d'eux-mêmes. Quelles sont leurs capacités, leur pouvoir, la capacité à faire. Voilà ce qu'elles demandent. Et dans le numérique, elles te demandent des gens qui sont en capacité d'auto-apprentissage. Parce que ce que je sais aujourd'hui, globalement, comme tu l'as dit, tu dis maintenant, moi je dis que les métiers qu'on fait aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans 5 ans. On est tous, de toute façon, en apprentissage permanent. Tous apprenants. Donc, voilà, donc de toute façon. Et dans le numérique, il y a cette forme exponentielle d'évolution qui fait qu'on apprend en permanence. Et parfois, on peut revenir. Moi, j'ai de grandes entreprises numériques qui m'expliquent qu'aujourd'hui, ils cherchent des gens qui font du Java. Parce que le raisonnement Java, ils en ont besoin aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, même s'ils ne font pas du Java. Donc, vous voyez, cet auto-apprentissage, il est le cas de tout le monde. Et le deuxième élément, c'est la relation. La relation à l'autre et la relation à l'équipe. On a souvent tendance à en penser que le numérique, c'est des geeks derrière leur ordinateur avec de la bière et des chips. Je sais pas, c'est pas ça.
Il y a énormément de relationnel dans ces métiers-là. Et quand, soit parce qu'on est dans des porteurs de projets, donc on va dans les entreprises, on va aider des gens. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas que les entreprises du secteur numérique. Quand je vais aller voir mon boulanger pour lui faire un applicatif lui permettant peut-être de développer son entreprise, il va falloir que je parle avec lui quand même. Donc voilà les soft skills qui sont posés. Bon, là, je veux dire, en quoi on exclurait des femmes sur ces soft skills-là, qui sont pour moi bien des bases essentielles. même. Bien au contraire, sur la partie notamment relationnelle et capacité à fédérer, à travailler dans le collectif sur un projet numérique. Donc ça rebondit et la question, elle est claire. Moi, la seule réponse que je peux avoir, c'est qu'on est dans une société, 51% de femmes, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas autant dans le numérique. Je ne comprends pas. Merci Didier. Ce qu'on comprend, c'est que les portes sont ouvertes. Et les portes sont ouvertes avant tout à des personnes, plus qu'à des techniciennes, mais avant tout à des personnes qui savent faire preuve d'une certaine résilience, j'allais dire, pour avoir cette capacité à se remettre en question, remettre aussi en question les gens parfois avec qui on travaille, mais en tout cas dialoguer avec eux pour pouvoir réfléchir à des nouvelles applications, par exemple. L'auto-apprentissage, donc une certaine autodiscipline également aussi, hein, et également une relation à l'autre, je le disais aussi un petit peu tout à l'heure, qui est quand même assez clé, ce qui nous amène quand même, et c'est quand même un début de réponse, hein, ces éléments Didier que tu nous as donnés, sur la manière dont vous voyez évoluer la reconversion professionnelle des femmes dans la tech, de ton point de vue, Emmanuel, notamment à travers les différentes actions que tu peux faire un peu partout en France. Donc sur les 10 dernières années, ce qui a évolué très positivement, c'est qu'il y a eu une densification de l'offre d'accompagnement dédiée aux femmes. Et ça, c'est très important, notamment pour les femmes les plus éloignées de l'emploi, d'avoir des environnements qui ont été pensés pour justement les accompagner au plus proche de leurs besoins quotidiens. Voilà, elles peuvent avoir des problématiques d'accès au matériel, de mobilité, de gestion des dépendants. Donc, les formes hybrides de formation, le fait de proposer du matériel. Nous, on donne du matériel aux femmes qu'on accompagne quand elles en ont besoin sur les programmes de reconversion professionnelle en cybersécurité, en données, en développement. Donc ça, c'est un signal très, très positif. Un autre signal positif, c'est que les entreprises ont aussi mis en place des programmes proactifs pour bien sûr aller dans les établissements scolaires, mais aussi pour travailler avec les acteurs du terrain comme nous, pour essayer de mieux faire connaître leur environnement de travail. Donc typiquement, on travaille avec Microsoft sur une école qui est l'école Business App, qui est une école 100% paritaire et qui forme au métier de la suite Business App, les métiers du no-code, et qui sont très attractifs pour les femmes. On a aussi un partenariat avec Salesforce dans le cadre d'un programme qui s'appelle 1000 femmes dans la tech. On va justement former en partenariat avec tout l'écosystème d'entreprises de services numériques des femmes justement aux métiers qui sont liés à l'éditeur, donc administratrices de bases de données, développeuses, de chefs de projet. Et ça, c'est des métiers aussi qui sont assez attractifs, sur lesquels il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Après, sur ce qui a moins évolué, ce qu'on observe, c'est qu'il y a les plans de relance qui ont été mis en œuvre depuis 5 ans ont permis vraiment de former et de qualifier les demandeurs et les demandeuses d'emploi. En revanche, comme je dirais, les financements dédiés au numérique n'ont pas été suffisamment ciblés ou proactivement ciblés vers les femmes, il y a eu un énorme manque à gagner pour elles. Donc, on les a formées, mais pas sur ces compétences et ces métiers d'avenir, ce que l'on peut encore malheureusement observer, et que sur tout ce qui est le marketing direct, le marketing genré, donc comment on va aller vers les femmes et leur parler différemment des métiers, là, on n'a pas encore fait suffisamment évoluer les pratiques pour créer des nouveaux imaginaires pour que les femmes s'envisagent dans les univers techniques. Voilà, donc ça, c'est encore à faire bouger. Et puis peut-être la dernière chose, c'est que je trouve que autant au niveau des directions d'entreprise, les messages aujourd'hui sont clairs, sont positifs, sont engageants. Au niveau du management, on les a bien formés. Nous, on a développé un MOOC qui s'appelle « Recruter des femmes dans le numérique ». Il est ouvert à tous, il dure 2 heures. Il permet aux recruteurs, aux managers de savoir rédiger une offre d'emploi inclusive, faire des entretiens professionnels qui soient beaucoup plus efficaces pour
engager les femmes, mieux créer des environnements professionnels attractifs. Mais ce qu'on observe par ailleurs, c'est que les équipes, ça ne redescend pas encore au niveau des équipes. Et si on veut engager les femmes et les faire rester dans l'entreprise, parce que c'est pas le tout d'y rentrer, il faut les faire rester, et elles y partent 2 fois plus vite que les hommes. Il faut vraiment que toutes les équipes se sentent investies et outillées. Donc on a besoin vraiment d'aller outiller maintenant les salariés. Alors, je voudrais juste revenir avant, Élodie, que tu puisses poser la question à Didier. Il y a un mot-clé qui me paraît assez intéressant. Tu disais qu'on ne s'adresse pas suffisamment à l'imaginaire des femmes pour, d'une certaine manière, les attirer vers les métiers du numérique et de la tech. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet imaginaire? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? On dit beaucoup aux femmes qu'il faut oser la tech. Je crois que pour oser prendre des risques, pour oser sauter le pas, il faut avoir... envie d'y aller déjà. Et la question de l'envie, elle va pour nous s'ancrer dans l'idée qu'on va y être légitime et qu'on va s'y épanouir. Voilà. Donc pour pouvoir être légitime et s'y épanouir, il faut avoir des messages sur lequel on peut se raccrocher et sur lequel il y a du sens. Aujourd'hui, quand on parle, quand vous lisez une fiche de poste dans les métiers techniques, on met en avant les technologies utilisées, on met en avant des univers de travail dans lesquels on a déjà évolué, et donc tout ce qui est complètement déconnecté aujourd'hui avec l'univers dans lequel ont évolué les femmes, parce que on les a orientées dans des métiers ou dans des univers professionnels qui ne sont pas liés à ça. Donc, l'enchantement, ça vient de créer des imaginaires, donc passer par les usages. Voilà, vous utilisez au quotidien des applications, voilà comment elles sont créées, voilà pourquoi elles sont créées, voilà à quoi et quelle destinée elles vont avoir et le sens par lequel on va rentrer. Et à partir de ça, on va expliquer les métiers autour de ces applications. Il y a tel type de métiers qui interagissent au quotidien comme ça. Et voilà pourquoi on vous y attend. On vous attend dans ces environnements professionnels pour aussi partager vos expériences, votre connaissance des usages ou justement proposer vos idées. Donc ça, c'est créer des imaginaires, c'est créer des imaginaires sur des choses qui parlent aux gens, en fait. Merci pour ces précisions, Emmanuel. Je rebondissais, et je vais te donner la parole, du coup, évidemment, Didier, dessus. Donc, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a l'obligation d'un arc narratif à réinventer, à reposer avec une histoire de place pour qu'on puisse justement intégrer le genre dans ces secteurs-là, porteurs et d'emploi et évidemment de traction, j'allais dire de bons salaires aussi, parce qu'il en va aussi des enjeux d'autonomie salariale et de croissance ensuite pour le pays. Ce qui était très intéressant de comprendre, et ça je pense que tu vas beaucoup travailler, nous redire à quel point c'est un enjeu, cette relation tripartite, association, entreprise, Pôle emploi, il n'y a rien qui pourra se faire sans. Je pense que là c'est vraiment c'est collégial. Et puis, peut-être aussi avoir ton avis sur ces données, ces budgets sexo-spécifiques. C'est aussi ce que je retiens, d'avoir une volonté et financière et managériale et politique. C'est ça. Il faut... moi, je dis souvent sur ce sujet, comme sur beaucoup, mais sur celui-là en particulier, il faut avoir une vraie action volontariste. Si on laisse faire naturellement notre marché du travail, je pense qu'on aura très peu de chances à terme d'arriver à notre objectif de 50-50, voire plus. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un effet miroir sociologique, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, j'ai 90% des hommes qui sont dans le numérique. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire, En général, je vais plutôt avoir tendance à, lorsque je vais proposer, à avoir des candidats hommes plutôt que des candidats femmes. Donc déjà, si on n'a pas cette volonté à imposer, ça ne marchera pas. Mais est-ce que Pôle emploi va aider, par exemple, à repenser le CV pour que l'entreprise puisse capter aussi des talents féminins? Est-ce que la première des choses, oui. Les CV, pour moi, je suis le premier à dire que le CV, ça ne sert à rien. Donc, voilà, au moins qu'on le sait, c'est fini. Aujourd'hui, on est sur une approche par compétences. Et ça, c'est fondamental. C'est plus une approche linéaire d'un CV. Qu'est-ce que tu as fait? Et souvent, chez les femmes, c'est très intéressant parce que lorsque l'on parle de cette approche compétences, on évitera de dire qu'il y a eu un trou pendant 10 ou 12 ans parce qu'elle a éduqué ses enfants. Elle a développé des tonnes de compétences. Oui. Voilà. Donc, c'est plutôt cette approche-là. L'approche linéaire, là, pour moi, elle n'est plus valable. Donc, c'est quelles sont les compétences qui ont pu être développées au cours d'une vie, que ce soit professionnelle, extra-professionnelle, associative, et dans sa vie familiale, on développe pas mal de compétences de savoir-être. Les fameux soft skills dont on parlait tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ces sujets-là.
Donc ça, c'est déjà la première approche, c'est sortir d'un stéréotype et l'approche par compétence qui est renforcée encore plus dans nos outils aujourd'hui, puisque les outils de rapprochement d'offres de demande se font sur cette approche-là aujourd'hui. Donc ça, c'est Il y a une fondamental. plateforme, c'est ça qui On a met un en outil de lien. rapprochement et nous-mêmes, pour regarder, on propose des compétences, on ne propose plus des éléments simplement techniques. Deuxième élément, je pense que c'est cette approche aussi de pouvoir être la mouche du coche auprès des entreprises, c'est-à-dire de se dire, moi je vais vous présenter volontairement et plutôt tel type de profil. Ils sont atypiques, c'est pas des gens que vous voudriez, ils n'ont pas bac plus 5, ils sont pas super capés, c'est pas des hommes, ils ne demandent pas des hommes de femmes parce que quand même notre métier, c'est globalement sûrement de ne pas faire de discrimination à l'embauche, ça c'est une obligation. Mais en tout cas, on le sent. Donc, de pousser cette volontarité là-dessus. De rassurer. Comment elle... Pardon. Oui. De rassurer aussi. Alors, ensuite, ça, c'est le côté entreprise. La rassurer, je pense qu'aujourd'hui, elles sont quand même ouvertes parce que, on l'a vu, on a d'énormes besoins. Jusqu'en 2027, on évalue à 270 000 salariés à embaucher, un minimum. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 000 demandeurs d'emploi sur l'Île-de-France. Donc, vous voyez le gap. Ouais. Donc, les besoins, ils y sont, l'attention y est. Il y a des écoutes, il y a des oreilles. Il faut qu'on y aille et qu'on pose ces sujets-là dès qu'ils ne sont pas posés. Parce que ce n'est pas, je pense, une volonté. C'est juste qu'on ne voit pas le sujet. Dès qu'il est posé, on a envie d'y aller. Mais quand on leur impose, est-ce que les entreprises, quand on va leur imposer un profil, est-ce qu'elles vont écouter? Alors ou est-ce moi, qu'elles vont... Je ne peux pas imposer. Je n'ai pas les moyens d'imposer les profils. On va dire orienter. Se rendre compte de l'intérêt. OK. Voilà. Quand vous dites, je vous reprends l'exemple, vous prenez 12 personnes issues de vie aux familles, vous dites je vais les former au codage et vous allez me les prendre, vous, grande entreprise du numérique, au 440. Au départ, c'est vrai que ça ne s'est pas fait comme ça, quoi. Et au final, on a eu un souci, je vous le dis, c'est de poser le diplôme. Si on voulait faire une remise de diplôme, mais elles étaient toutes en poste. Donc on a eu du mal de les faire venir en temps réel. Et puis j'ai le DRH qui me dit, c'est quand le prochain là? D'accord. Voilà, donc c'est faire voir. Donner à voir. Donner, c'est aussi donner à voir les moyens. Les moyens, on les a. Je n'ai pas de sujet. Les moyens de formation, on les a. On peut faire des actions préparatoires opérationnelles à l'emploi, qui sont individuelles ou collectives. Ça veut dire que dès lors qu'une entreprise veut s'engager à côté d'un demandeur d'emploi pour un contrat CDI ou de 12 mois ou plus, on peut former pendant 400 heures, prise en charge par Pôle emploi. Et on peut aider aussi l'entreprise entre 5 et 8 euros sur les moyens de l'heure. Donc, on a les moyens et on le fait. Donc, c'est de pouvoir justement donner ces 400 heures-là. C'est le premier socle. Ce n'est pas suffisant pour évoluer dans une carrière, mais c'est le premier pas. Donc, ça, on l'a, on le fait. Il faut le faire d'autant plus. Et je pense qu'il faut cibler ces formations, comme tu disais, aussi sur des femmes pour te dire, voilà, on fait une session. Comme ça, on présentera. Dernière chose dans ce qu'on disait, c'est la connaissance des métiers, c'est quoi les métiers, c'est quoi les entreprises. On a mis en place aujourd'hui une plateforme numérique, ça tombe bien, on est sur le sujet, qui s'appelle Immersion Facilité. C'est une plateforme dans laquelle aujourd'hui, c'est que Pôle emploi quand même est l'établissement public le plus en avance sur le numérique, reconnu par l'Europe, puisqu'on a eu des budgets européens pour développer l'intelligence artificielle et numérique sur nos secteurs. Donc, on a mis en place une plateforme, ça s'appelle plateforme Immersion Facilité. C'est dès lors que je suis une entreprise, je suis intéressé par faire découvrir qui je suis, et c'est le vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises, c'est pas tant les métiers, surtout dans le numérique, mais je dis, ils évoluent du jour au lendemain. C'est plutôt qui est ton entreprise, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu protèges, quels sont tes projets. C'est ça le sujet. Eh bien, dès lors que je veux ouvrir mon entreprise, je la mets sur la plateforme Immersion Facilité, et moi, si je veux découvrir, je viens. Et par un simple clip, je vais venir chez toi et découvrir ton entreprise. Ça, c'est un bon moyen, justement, pour désacraliser certains regards qu'on peut avoir sur certaines technologies ou structures. Il y a combien de métiers aujourd'hui numériques qui sont couverts par les métiers de tech? Parce que c'est très variable. Il y a combien de métiers différents? Il y a 6 grandes familles de métiers et on dit qu'il y a 40 filières d'emploi numériques. D'accord. Donc les 6 grandes familles, ça va des métiers de l'infrastructure, les métiers du développement, les métiers de la donnée, les métiers du marketing, les métiers de la communication et les métiers de la chefferie de projet. Et la cybersécurité aussi qui devient fondamental incontournable aujourd'hui. Ouais. Ça devient les pour deux PME, axes aujourd'hui, pour parce qu'on se dit le numérique est en train d'évoluer. En effet, il évolue. Et c'est pour ça qu'il se restructure, à mon avis. Il ne va pas baisser en volume de salariés, mais il se restructure dans sa structure salariale. En effet, aujourd'hui, il y a quand même l'intelligence artificielle qui passe et la cybersécurité, qui sont des énormes besoins sur lesquels, là, aujourd'hui, on est en carence permanente, quoi. Et la cybersécurité, que on des vit au opportunités quotidien. pour l'avenir, ça. Oui.
Eh bien, merci Didier, merci Emmanuel, merci Élodie d'avoir d'être intervenu sur la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans la tech. Merci également à vous pour nous suivre, de plus en plus nombreux de suivre The Diversity Society. L'objectif, c'est de démontrer en quoi la diversité de tout type est au service de la performance des entreprises. Nous espérons avoir partagé avec vous un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à comprendre en quoi les femmes sont l'avenir de la tech, ou en tout cas peuvent y contribuer fortement. On y a évoqué différents points et nous vous invitons à réécouter cette émission quand vous le souhaitez sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup Élodie. Merci à toi. Et puis n'oubliez pas, vous qui nous avez écoutés et qui avez écouté nos invités, c'est d'abord une compétence humaine. C'est-à-dire que ce qu'on peut retenir là, c'est l'humain qui va faire que la tech de demain va être non seulement inclusive, et puis qu'elle va pouvoir embarquer tout à chacun. Donc osez, pour reprendre ton slogan, osez la tech. Allez-y les filles. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de The Diversity Society. Salut. Salut. Ainsi s'achève ce débat autour de la reconversion professionnelle comme levier d'inclusion des femmes dans le secteur de la tech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Un programme réalisé en collaboration avec WebMinds. Merci à notre partenaire média, 100% Média Impact. Merci également à l'ensemble des équipes de Webedia Prod pour la réalisation de ce programme. Et post-production et sous-titrage par Uptown.